Bonjour à toutes et à tous. Euh, En effet, au départ de cette conférence, François Lagrange m'a dit pourrait faire quelque chose sur l'artillerie. La Grande Guerre, c'est vraiment la Grande Guerre de l'artillerie. Mais on voulait, on va dire, pas sortir des sentiers battus, mais proposer une vision différente, sortir, on va dire, d'un inventaire des canons ou juste de l'action de l'artillerie dans la tactique, voire dans la stratégie des armées françaises alliées ou globales de la Grande Guerre. Donc, je vais proposer qu'on travaille justement sur les obus, la partie létale de l'artillerie, l'arme de l'artillerie. Donc, c'est le canon d'une part, mais le canon n'est que le lanceur. Ce qui tue, ce qui détruit, c'est son obus. Enfin, ses obus, et le canon ne lance pas qu'un seul. Donc, d'où cette conférence centrée sur les obus, sur ce milliard d'obus qui a été tiré lors de la Première Guerre mondiale. Donc justement, 1 milliard d'obus, je ne les ai pas comptés un à un pour arriver au chiffre d'1 milliard, vous vous en doutez bien. Ce milliard d'obus, c'est une estimation communément admise, on va dire une synthèse de deux estimations qui ont été faites par des historiens. La première en 1937 par Prentice, qui, après divers calculs, estime que 1,4 milliard d'obus conventionnels, c'est-à-dire des obus avec un chargement explosif, globalement, ont été tirés. Il met à part les bombes, les obus toxiques, etc. etc. Et puis, plus récemment, en 1996, Linenköhl a calculé que 856 millions d'obus conventionnels ont été tirés entre 1914 et 1918. Donc en tout, environ, encore une fois, c'est une estimation, 15 millions de tonnes de métaux et d'explosifs qui ont ravagé les champs de bataille de l'ensemble de la Grande Guerre. Alors, ces chiffres ne comprennent pas tout. Ils ne comprennent pas les munitions chimiques, estimées à 66 millions de projectiles par Prentice. Les projectiles de tranchées, on va y venir au fur et à mesure de la conférence, mais tout ce qui est bombes tirées par les mortiers dans les tranchées ne sont pas prises en compte dans les calculs de Prentice et de Linenköhl. Tous les projectiles lancés depuis et par les avions, et puis les munitions d'infanterie, on estime que 50 milliards de cartouches ont été tirées. Tout cela ne rentre pas dans ce milliard d'obus. Alors, dans cette conférence, je vais d'abord vous présenter l'obus, qu'est-ce que c'est, comment il fonctionne, d'où il vient. Ensuite, on verra les différents obus de la Première Guerre mondiale, essentiellement du côté français. Le but de la conférence n'est pas de faire un inventaire de tous les types d'obus qui ont été tirés entre 14 et 18, de chaque calibre, etc., etc. On verra l'emploi de l'artillerie de manière assez succincte, mais que vous puissiez avoir une idée de la manière dont ces obus ont été tirés, de la quantité et de la durée de la préparation des attaques d'artillerie. On verra également les bombes de tranchée, un élément important, tant en tonnage qu'en effet destructeur. Et puis également l'industrie de guerre. Les obus, vous le verrez, représentent une part extrêmement importante des productions militaires entre 14 et 18. C'est même la plus importante. Et toute l'industrie de guerre tourne autour de l'obus. On doit fabriquer des canons, des fusils, des avions, des chars, etc., etc. Mais avant tout, on doit fabriquer des obus pour en tirer le maximum sur l'adversaire. Donc, l'obus, il apparaît en Europe au XVIIe siècle. Ici, je vous ai mis un modèle du XVIIIe siècle. Donc, vous avez le canon, vous en avez dans la cour d'honneur des Invalides. Le canon tire un boulet en fonte de fer plein qui n'a pour effet que le choc à l'impact. Il n'explose pas. L'idée, très tôt, dès le Moyen-Âge, on a le souhait de lancer des projectiles explosifs, mais c'est compliqué à fabriquer, c'est compliqué à tirer. Et on y arrive, on va dire, vraiment efficacement qu'à la toute fin du XVIIe siècle, dans les pays germaniques. Ça se démocratise au XVIIIe siècle, progressivement. C'est vraiment... Au cours des guerres de succession d'Autriche et de la guerre de 7 ans, on en a de plus en plus, mais c'est relativement marginal par rapport à l'ensemble des projectiles tirés. Et puis c'est vraiment sous les guerres de l'Empire que l'obus va prendre une part importante dans le pourcentage de munitions projetées.
Donc voilà, un projectile sphérique en fonte de fer, creux, rempli de poudre noire, que vous avez ici, et armé d'une fusée. À l'époque, c'est une fusée en bois. Au moment du tir, les gaz de combustion de la poudre qui projette l'obus enflamment la poudre contenue à l'intérieur de la fusée. Vous l'avez ici, dans le petit canal. Et le temps que l'obus fasse sa trajectoire jusqu'à son point d'impact, la fusée se consume et, si tout est bien réglé, l'obus explose à peu près au niveau du sol, au point d'impact souhaité par l'artilleur. En 1803, un Britannique, Henry Shrapnel, met au point un obus qu'il arrive à remplir de billes de plomb. L'avantage, c'est qu'en explosant, l'obus répand ses éclats et ses billes sur les fantassins. C'était un obus extrêmement meurtrier. Les Anglais et les pays alliés en disposent au tout début donc, du 19e siècle. En France, on va mettre du temps à déjà se relever des défaites de 1814 et 1815, et le comité d'artillerie va faire de nombreuses études pour adopter un obus à balles dit à shrapnel, à la shrapnel performant. On n'en aura au final que dans les années 1830-1840. Mais voilà, les fameux shrapnels que vous pouvez entendre ou lire dans des récits de la Première Guerre mondiale vient du nom de cet officier britannique qui les a mis au point au tout début du 19e siècle. À partir du milieu du 19e siècle, l'obus se rapproche, on va dire, de sa forme actuelle. Il devient cylindro-ogival, oblong, et est muni de tenons que vous voyez ici. Ce sont des petites pastilles en zinc qui permettent à l'obus d'épouser la trajectoire fournie par lame rayée du canon. La portée et la précision sont largement accrues. On passe d'une portée efficace de 1200 mètres à peu près à aux environs de 2500-3000 mètres. Donc à l'intérieur, voici comment se composent ces obus oblongs. À gauche, vous avez un obus explosif. Donc, excusez-moi, on va y arriver. Voilà, un obus explosif, il est peint en noir pour le différencier de l'obus à balle qui est lui peint en ocre rouge. À l'intérieur du corps de l'obus en fonte de fer, vous avez un chargement en poudre noire. Il est armé d'une fusée à temps, des petits trous qui permettent de choisir la durée de combustion de la fusée et ainsi la distance d'éclatement de l'obus. L'obus à balle, lui, il est garni d'une charge de poudre pour qu'il explose en noir ici. Et puis les billes sont compactées dans de la sciure de bois. Au moment de l'explosion de la poudre noire située à l'avant de l'obus, les balles vont se répandre sur le champ de bataille. Après la guerre de 1870, en France en tout cas et en Europe majoritairement, les obus vont devenir cylindro-ogivaux. Ils vont donc s'allonger. Ils vont être en acier à partir des années 1885-1890. Ça va augmenter leur contenance, diminuer leur poids également. Après, le fonctionnement est sensiblement le même. Une charge de poudre noire contenue dans le corps de l'obus et une fusée, ici une fusée à temps, qui est plus complexe pour plus de précision et plus de fiabilité. L'obus, on le voit ici, est muni d'une ceinture en cuivre. Le cuivre, c'est un métal mou. Ça permet à la ceinture, qui est lisse au moment où l'artilleur le glisse dans la culasse du canon. La ceinture va épouser les rayures du canon. Donc ici, vous avez une ceinture qui a été tirée. On voit bien les stries qui ont été faites par les rayures de lame du canon. Ainsi, l'étanchéité est maximale entre l'obus et la paroi interne du canon. Et tous les gaz produits par la combustion de la poudre propulsive poussent l'obus vers la sortie. Il n'y a pas de déperdition de gaz comme à l'époque des obus que l'on chargeait par la bouche des canons. L'obus va donc plus loin et cela de manière plus précise. Donc, des obus de ce type, c'est des obus de 90 mm du système de Bange. C'est dans les années fin des années 70, début des années 1880. Ils sont tirés à une distance ils peuvent être tirés à une distance de 5-6 000 mètres à peu près. Alors, comment fonctionne justement cet obus ?
Ici, un obus de 75 mm. Donc, le canon de 75 a été adopté en 1897 par l'armée française. Ici, c'est un obus modèle 1900. Donc, il est chargé d'une substance explosive, la mélinite. La mélinite, c'est un explosif qui remplace la poudre noire à partir des années 1886-87. Il est beaucoup plus puissant. On estime qu'il est environ 7 à 10 fois plus puissant que la poudre noire. C'est un peu plus puissant que la dynamite, pour vous donner un ordre de grandeur. C'est surtout beaucoup plus stable. La dynamite, si on mettait de la dynamite dans cet obus-là, le choc produit par la combustion de la poudre au départ du coup serait trop violent pour l'obus et pour la dynamite qui y serait stockée, et l'obus exploserait au moment du départ du coup. La mélinite, c'est très stable. C'est tellement stable que l'explosion produite par l'amorce de la fusée n'est pas tout le temps suffisante pour la faire exploser. C'est pour ça qu'ici, en jaune, vous avez ce qu'on appelle une gaine relais, donc un explosif supplémentaire qui permet à la mélinite, ici en brun, d'exploser, on va dire, de manière sûre au moment de l'impact. Donc l'obus est tiré. Au moment où il arrive sur le sol, ici, il est muni d'une fusée percutante. Ça fonctionne avec la force de l'inertie. Le sol, ou en tout cas le contact qui va se faire au moment où l'obus touche, on va dire, la zone en question, va stopper la fusée, évidemment, et l'amorce, il y a un percuteur qui va reculer violemment, taper une amorce, et celle-ci va entraîner la mise à feu de la substance explosive de l'obus. Donc les effets de l'obus, justement, quels sont-ils? Ils sont de plusieurs... alors, il y a un effet au départ qui ensuite se décline en plusieurs conséquences. Tout d'abord, l'explosion qui va avoir l'effet de souffle, qui va bouleverser les hommes notamment, mais également le paysage. Ici, vous avez une photo du champ de bataille de Verdun qui a été ravagé par les explosions d'obus. Et donc, tous ces cratères, tous ces trous d'obus sont le résultat de centaines, de milliers d'explosions comme celle-ci. Il y a aussi un impact sur les constructions, les fortifications, les abris maçonnés. Ici, que je ne vous dise pas de bêtises, le fort de la Pompelle, après son bombardement en 1917. Donc on voit les superstructures du fort complètement ravagées, détruites, bouleversées par les explosions répétées d'obus explosifs. Autre effet de ces obus, ce sont ces centaines d'éclats qui se dispersent à chaque explosion d'un obus. Pour un obus de 75, la moyenne, c'est 240 éclats qui vont se disperser dans une zone d'environ 200 mètres carrés à peu près, sur, on va dire, sur le champ de bataille environnant, et qui vont donc aller toucher notamment les fantassins. Donc vous avez des éclats d'obus ici. Alors c'est des éclats a priori de canons de 75 pour le haut et de canons de 155 mm, enfin d'obus pardon, de 155 mm pour le bas et d'obus de 75 mm pour la photo du haut. Donc voilà, je vous ai mis une pièce j'ai photographié ici à côté d'une pièce de 2 € pour que vous puissiez voir une échelle de la petitesse de ces éclats qui vont aller frapper les corps et les équipements des fantassins. Voilà des casques Adrian, donc de l'époque Première Guerre mondiale, qui sont lacérés, troués par des éclats d'obus. Je vous ai pas mis de photos parce que c'est jamais très drôle à voir, et vous en avez a priori, autrement vous en trouverez facilement sur Internet. Mais les gueules cassées, donc ces soldats défigurés, ce sont le souffle de l'explosion, et surtout ces éclats qui partent et qui lacèrent les chairs, les os, et donc rendent difformes les chairs donc, en question des soldats. On parlait des obus à balles tout à l'heure. Voici le fonctionnement de l'obus à balles. Toujours un obus de 75 mm, donc encore une fois peint en rouge. L'artilleur peut ainsi reconnaître très facilement un obus explosif d'un obus à balles, d'un obus éclairant, etc. L'intérieur est constitué, donc le corps de l'obus en acier est rempli de balles maintenues entre elles par des segments également en acier. Vous avez une charge de poudre qui est cette fois à l'arrière. Elle était à l'avant
dans les années 1860, 1870. À partir des années 80, on met la charge de poudre à l'arrière pour pouvoir projeter les billes vers l'avant du champ de bataille et ainsi bien battre la zone souhaitée. Donc l'obus de 75, c'est, on va dire dans l'artillerie de campagne, l'un des tout premiers obus à être encartouché. Vous avez le corps de l'obus ici qui est en acier, la fusée en laiton tout à fait à gauche, et puis cette douille qui contient la charge de poudre propulsive sur la droite de la photo. L'artilleur n'a ainsi qu'un seul objet à introduire dans le canon par la culasse, l'obus encartouché. Il n'a pas besoin de faire deux opérations, de mettre d'abord l'obus, puis ensuite la charge de poudre propulsive. Alors ça fonctionne uniquement pour les calibres, on va dire, de petite taille, jusqu'au calibre de 105 mm. Alors je parle pour la Grande Guerre 1914-1918. Après, pour les obus à partir de 120 mm, et notamment pour 155 mm, la charge propulsive, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure, est dans un sac en toile pour faire 2 fardeaux. Il faut savoir qu'un obus 75 chargé en 1914, ça pèse dans les 7 kg à peu près. Un obus de 155 mm, ça pèse 42 kg. Donc ici, il faut rajouter les 10 kg de charge de poudre propulsive. Ça devient très fatigant à la longue pour les servants. Donc voilà, un canon de 75 en action sur le front de Salonique, ici. Donc vous avez la pièce avec le pointeur et le tireur ici. Et de l'autre côté, à côté du caisson à munitions, les pourvoyeurs qui sont chargés de sortir les obus et de les amener à la culasse du canon pour être tirés. Seul l'obus part. La douille, elle, ne part pas, elle reste dans l'obus, et quand on ouvre la culasse, elle est éjectée automatiquement. Ce qui explique ces amas de douilles vides sur la gauche de la photo. Alors ces douilles vides, elles sont récupérées. Elles sont généralement renvoyées à l'arrière dans les industries qui les fondent pour en fabriquer de nouvelles. Si elles sont en bon état, elles sont vérifiées et on change l'amorce et on les re-remplit, mais c'est globalement pas la majorité. Et puis parfois, quand les services de l'intendance ne peuvent pas les ramasser, elles sont récupérées par les poilus et ça fait ce que vous avez a priori tous vu au moins une fois, c'est cet artisanat de tranchée où les douilles sont sculptées, gravées, poinçonnées par les poilus pendant leur temps libre. Au moment de son arrivée sur le champ de bataille, l'obus n'arrive pas avec sa fusée. L'obus est bouché par un bouchon en bois qui est vissé sur sa partie supérieure et les artilleurs n'assemblent les fusées qu'au dernier moment pour éviter les accidents d'une part. Et puis surtout, il y a plusieurs types de fusées, des fusées percutantes, des fusées fusantes, des fusées à double effet, des fusées à retard, des fusées instantanées, etc. etc., etc. Donc on choisit la fusée correspondante en fonction des ordres de tir qui sont donnés. Et donc ici, vous avez un servant en train d'installer les fusées sur les obus. Alors la photo n'est pas de très bonne qualité, je m'en excuse, mais on aperçoit les obus ici, et puis entre ses jambes. Et il a sa caisse à fusée. Il y en a un exemplaire conservé par le musée de l'armée. Donc voilà une caisse qui range, stocke tout un ensemble de fusées qui sont ensuite assemblées sur les lieux de tir par les artilleurs. Un exemple de gargousse, je vous en parlais tout à l'heure. Ici, une gargousse pour canon de 155 mm Schneider. Donc c'est un sac en toile amiantée qui contient la charge de poudre propulsive, on va dire, qui sert à projeter tout simplement les obus. Alors, pour détailler un peu plus le panel d'obus utilisé pendant la Grande Guerre en France, j'ai pris, on va dire, le canon le plus utilisé par l'armée française, le canon de 75 mm modèle 1897. Vous en avez 2 exemplaires dans les salles du musée de l'armée si vous souhaitez le voir en vrai. Donc ce canon, lors de sa conception, ne tire que 2 types d'obus, l'obus explosif et l'obus à balles que je vous ai présenté précédemment. Il peut tirer
tout au cours de la Grande Guerre un tas d'obus divers et variés. Donc, je redis l'obus explosif ou également appelé obus ordinaire, l'obus à balles ou shrapnel, que l'on trouve fréquemment dans les correspondances de poilus. Il peut également tirer des obus fumigènes pour masquer le champ de bataille et permettre des attaques de l'infanterie. Il peut tirer des obus éclairants pour permettre de nuit d'éclairer le champ de bataille et généralement de voir les attaques ou ce que l'on pense être des attaques ennemies. Il peut également tirer des obus incendiaires, bon, je ne vous explique pas à quoi ça sert, des obus toxiques, donc de toutes sortes, des obus suffocants, irritants, asphyxiants, vésicants, etc., etc. Encore une fois, vous allez le voir, j'ai quelques exemples à vous montrer, ce n'est que le chargement qui change. L'enveloppe reste globalement la même, donc c'est assez simple de changer le contenant de l'obus. Et puis également des obus de rupture ou des obus perforants qui servent à être tirés au départ contre les maçonneries. Et puis à partir des années 1916, c'est largement utilisé contre les chars de combat. Alors tous ces obus sont peints de différentes manières et ça permet aux artilleurs on va dire de choisir les différents types d'obus sans aucune peine. Donc il y a différentes couleurs, symboles, marquages qui sont inscrits sur les obus. Donc ici, je vous ai mis en haut un obus de rupture. Donc c'est un obus qui a une tête pleine. À l'intérieur, à peu près à cet endroit-là, il y a une charge explosive qui va le rendre encore plus, on va dire encore plus efficace. Ce n'est pas juste un boulet cylindro-ogival, il a une charge explosive. Mais lancé à très grande vitesse, sa tête en acier renforcé perce les blindages et attaque très sérieusement les maçonneries. En bas, un obus éclairant, donc une conception tout à fait différente, mais le même dessin, quasiment le même dessin extérieur, en tout cas sur la base de l'obus. Et à l'intérieur, une petite charge de poudre noire pour permettre à l'obus d'exploser dans le ciel. Et puis, ça va libérer une boîte métallique contenant un mélange fumigène et un parachute qui va permettre à ce mélange fumigène de brûler, on va dire de ne pas tomber bêtement depuis la centaine de mètres où il a été tiré et le sol. Donc ça permet d'avoir une durée d'éclairage satisfaisante. L'obus toxique, donc généralement ils ne sont pas en vert, autrement ils ne sont pas en blanc avec des marquages verts, ça dépend de la substance toxique qui est contenue dans l'obus. Donc pareil, d'extérieur, on est très proche d'un obus explosif ou d'un obus à balles. Alors ici, le dessin a légèrement changé parce qu'il y a eu des améliorations au cours de la guerre qui ont été faites, mais ces améliorations ne concernent pas du tout que les obus toxiques. Ça concerne l'ensemble des obus de 75 mm. Donc en vert, obus toxique. Ici, c'est un obus vésicant normalement. Donc une petite charge de poudre, et puis la substance toxique qui est contenue dans le corps de l'obus et qui va s'évaporer au moment où il est tiré, enfin au moment où il explose sur le champ de bataille, pardon. À l'impact, voilà ce que fait un obus toxique. On n'a pas du tout cette gerbe d'éclat comme les obus conventionnels. La charge de poudre donc, qui est contenue ici n'est pas vraiment importante. Elle permet juste de crever l'enveloppe de l'obus et le gaz s'échappe sur le champ de bataille. Alors pareil, on ne tire pas qu'un seul obus. Il n'y a pas qu'un canon qui tire un obus toxique. Il y a des dizaines de batteries de canons qui, pendant des heures, vont faire une préparation d'artillerie à base d'obus toxiques, d'obus explosifs, etc., etc. Donc vous avez la partie du champ de bataille que l'on choisit de battre qui est saturée d'un nuage suffocant ou de gouttelettes irritantes qui vont tomber sur les fantassins ennemis. Alors le tout, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on associe de manière
la plus efficace possible, désolé pour le terme, mais tous ces obus pour que les fantassins ennemis soient d'abord irrités par l'hypérite, donc ils enlèvent leur masque parce que ça les gratte sous la peau, ça attaque les tissus. Donc à partir de ce moment-là, on lance des obus suffocants. Ils n'ont plus leur masque, donc une partie va être atteinte par ces gaz toxiques. Les autres vont remettre leur masque, mais ils vont être gênés, donc ils ne vont pas être aptes au combat. À partir de ce moment-là, la ligne est désorganisée. On peut lancer une attaque d'infanterie sur un ennemi qui est blessé, tué et surtout désorganisé. À la fin de la guerre, en 1918, les préparations d'artillerie sont composées jusqu'à 20-25% d'obus toxiques. Donc c'est c'est très considérable. C'est pas la part la plus importante, mais quasiment un quart des obus tirés sont des obus toxiques. Dans le même temps, on a estimé que les gaz n'ont pas été à l'origine de plus de 5% des pertes de la Première Guerre mondiale. Donc l'aspect est surtout psychologique. Les soldats avaient vraiment une hantise des gaz. Et puis surtout, l'aspect désorganisation est très important à prendre en compte. Alors, je ne vais pas les lister un par un, mais pour vous montrer la profusion des obus et des calibres employés pendant la Grande Guerre, voici, et la liste n'est pas forcément exhaustive, tout le panel de ce qui a été utilisé en France et en Allemagne entre 14 et 18 comme différents calibres. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur chacun d'entre eux, c'est largement pas le but de cette conférence. Juste vous en montrer très rapidement quelques-uns. Le plus petit calibre pour l'armée française, le canon de 37 mm en bas, qui donc tire ces petits obus, mais la conception est globalement la même que pour les obus de 75 que je vous ai montrés. Mais voilà, c'est des obus 37 mm, hein, donc c'est gros comme ça tient largement dans la main. Un obus intermédiaire, alors ici, on va dire intéressant sur plusieurs points, donc un obus de 105 mm, peu présent au début de la guerre, un peu plus largement dans la seconde partie et à la fin de la guerre. Donc ici, il présente l'intérêt d'avoir été une fabrication privée. On le remarque parce que l'obus a été fabriqué en plusieurs parties. Les ateliers nationaux, avant la guerre, savent fabriquer des obus de bonne qualité, faits d'un seul bloc d'acier quasiment. Quand on demande aux industries privées de fabriquer des obus, ils n'ont pas le savoir-faire des usines d'armement, et donc ils ont l'autorisation, on a besoin d'obus de toute façon, de fabriquer les obus en plusieurs parties, et ensuite ils sont assemblés. Donc, première particularité de cet obus. Et puis ici, il est muni d'une fusée un peu particulière. C'est une fusée instantanée. Dès que l'obus va toucher le sol, il va exploser. Alors, c'est le cas aussi pour les autres obus qui ont une fusée percutante, mais comme celle-ci est avancée, extrêmement sensible, l'obus va, on va dire, projeter tout son effet d'explosion hors sol, et il ne va pas s'enfoncer dans la terre, surtout quand c'est des sols un peu meubles, et son explosion n'est pas en partie absorbée par le sol. Et puis, je termine avec le plus gros calibre créé par l'armée française entre 14 et 18, le canon Schneider de 520 mm, avec des obus de 520 mm ici. On a la chance d'avoir un père de famille qui nous donne l'échelle de ces obus. Bon, c'est un canon. Enfin, le canon était produit à 2 exemplaires, les obus à plusieurs centaines d'exemplaires, je crois. Mais dans les faits, le canon n'a jamais été opérationnel et envoyé sur le front. Il a été on a fait des séances d'essai avec, mais ça n'a pas donné entière satisfaction. Les obus allemands, très rapidement, c'est globalement le même fonctionnement que les munitions françaises. Il y a des particularités différentes au niveau de la fusée. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, on a le même panel de munitions, explosifs, à balles, percutants, fusants, toxiques, etc. Le toxique est juste un petit peu insolite. Donc, l'aspect extérieur n'a rien de particulier. C'est l'intérieur qui est plus insolite, donc avec la substance toxique qui est contenue dans une petite bouteille en verre, et celle-ci est placée dans une substance explosive, un dérivé de TNT, de l'obus. Donc c'est vraiment quelque chose de différent des obus français. Et puis il y a cet aspect insolite de voir une petite bouteille
dans un obus. Donc c'est pas un montage, on va dire, foireux et faux, c'est les obus toxiques allemands qui sont fabriqués de cette manière-là. Alors, l'emploi de l'artillerie, de 14 à 18 va beaucoup évoluer. L'évolution de la doctrine va être radicale. On passe d'un emploi assez succinct en 1914, où l'infanterie est l'arme principale, c'est l'infanterie qui conduit l'attaque, c'est les fameuses théories de l'offensive. C'est elle qui conquiert et conserve le terrain. Le rôle de l'artillerie est juste d'appuyer les attaques de l'infanterie. On pourrait presque dire que l'artillerie, et notamment le canon de 75 qui remplit ce rôle, n'a qu'un rôle de grosse mitrailleuse et pas un rôle d'artillerie qui pilonne le champ de bataille. Alors tout ça va changer à l'automne 1915. On se rend quand même bien compte que cette doctrine n'est pas adaptée à la guerre en cours. Et donc on change la manière de conduire la guerre. Et on déclare que l'artillerie va préparer l'assaut de l'infanterie, mais c'est encore l'infanterie qui conquiert le terrain. On fait juste de grandes préparations d'artillerie et ensuite on laisse le champ libre à l'infanterie. On voit que ce n'est pas encore suffisant. L'échec des offensives d'Artois et de Champagne le montre. Et puis à l'été 1916, c'est mis en place à partir de la bataille de la Somme. Je parle encore une fois pour le côté allié. On va dire que c'est l'artillerie qui conquiert et l'infanterie seulement occupe. Donc on fait des immenses préparations d'artillerie. Ça va atteindre son paroxysme à la bataille de la Malmaison, on va le voir tout à l'heure, où on a vraiment de grosses préparations d'artillerie qui pilonnent, qui labourent le terrain. Le but, c'est de faire fuir l'adversaire. Et ensuite, l'infanterie arrive, elle occupe le terrain, elle le sécurise. On construit des nouvelles tranchées, on occupe celles de l'ennemi, on retourne les armes, on avance l'artillerie et on recommence. Bon, c'est un processus un peu long qui ne pourra pas être mené à son terme. Et puis à l'été 18, lors des contre-offensives alliées, on décrète que l'artillerie va préparer l'assaut de l'infanterie et ensuite elle va l'accompagner. Donc pour ça, on va mettre au point de nouvelles armes. Mais le but, c'est de ne pas s'arrêter tous les 10 km et à chaque fois ramener l'artillerie et recommencer pour grignoter au fur et à mesure l'adversaire. On décrète que l'artillerie doit être mobile, retrouver ses capacités mobiles de 1914 et être efficace pour accompagner l'infanterie amie. Donc cette préparation d'artillerie, justement, je vous en parle, on va voir leur évolution vraiment importante tout au long de la guerre. En Champagne, à l'offensive de l'automne 1915, vous voyez en moyenne une pièce tous les 23 mètres, 1 million d'obus tirés pendant 3 jours. Donc c'est déjà considérable. Vous allez voir que c'est vraiment rien. L'offensive allemande de Verdun du 21 février, 2 jours et une nuit de préparation, 2 millions d'obus tirés et surtout une concentration d'artillerie, 1225 canons sur 12 km. À l'époque, on n'a jamais vu ça. Déjà, le front est assez restreint, 12 km, c'est très peu. Et cette moyenne d'un canon tous les 16 mètres, c'est vraiment du jamais vu. Et il y a ce côté orage d'acier, déluge de feu qui tombe sur la tête des soldats français de Verdun. Mais on ne s'arrête pas là. L'offensive britannique sur la Somme va être modifiée pour pouvoir répondre à la violence par la violence et s'inspirer des techniques allemandes. Donc pareil, on masse un nombre impressionnant de pièces d'artillerie et surtout, on fait une préparation qui dure 6 jours et 6 nuits. Donc il n'y a plus aucun effet de surprise, mais au moins on sait que le terrain va être labouré et on croit praticable par l'infanterie. Avril 17, Nivelle prépare l'offensive du chemin des Dames. Ça sera la dernière. C'est celle qui va pouvoir permettre de percer le front. Et on prévoit une préparation d'artillerie sans précédent. 6 500 000 obus vont être tirés pendant 4 jours et 4 nuits avec une moyenne d'une pièce tous les 8,5 mètres. Alors, rappelez-vous, Verdun, on était à une pièce tous les 16 mètres. On a doublé. Et Verdun, c'était déjà, on va dire, impressionnant. Un petit peu plus d'un an plus tard, on est à une pièce tous les 8 mètres et malheureusement, ça ne suffira pas. C'est vrai que l'effet de surprise, encore une fois, n'est pas réussi. Donc ici, je vous ai mis une photo. C'est un parc à munitions quelques jours avant le déclenchement de la bataille du chemin des Dames. Donc vous voyez la quantité impressionnante d'obus
amassés en prévision. Pareil, l'offensive alliée de juillet 17 à Passchendaele, 4 millions d'obus, 6 jours et 6 nuits de préparation d'attaque, une moyenne d'une pièce tous les 6,5 mètres. Bon, on est dans l'excès, presque, mais le salut, on cherche à percer le front et on pense que le salut ne peut venir que de l'artillerie et surtout de l'artillerie lourde. C'est essentiellement, alors on tire tous les calibres, mais au fur et à mesure, il y a une proportion croissante d'obus supérieurs à 155 mm. Voilà le paroxysme, l'offensive de la Malmaison. 2000 canons sur un front de 12 km. Sur la même distance, les Allemands n'en avaient aligné que 1225 à Verdun. Donc une pièce tous les 6 mètres. 3 500 000 obus tirés en 6 jours et 6 nuits. Bon, la victoire est au bout de l'offensive, mais à quel prix, en tout cas sur le plan économique. Et puis les choses ont changé avec les offensives allemandes du printemps 1918. Sous l'effet des théories développées par le colonel Bruchmüller, qui est un artilleur allemand, mais qui a passé l'essentiel de la guerre sur le front de l'Est. Et en 1917, au moment de la bataille de Riga, il se rend bien compte que ces préparations d'artillerie gâchent l'effet de surprise. Il va donc décider de les raccourcir et donc de les faire extrêmement violentes pour qu'elles aient un impact, mais assez courtes pour surprendre et désorganiser l'adversaire. Résultat, le 21 mars 1918, la préparation allemande ne dure que 5 heures, alors que 6 mois avant la bataille de la Malmaison, elle avait duré 6 jours et 6 nuits. Donc 5 heures, et en 5 heures, on va déverser 3 500 000 obus, donc l'équivalent de ce que les Français avaient lancé en 6 jours et 6 nuits. Pareil, 6000 canons, 64 km de front, et un tonnage extraordinaire d'obus lancés sur les champs de bataille des Flandres et de l'Artois. Donc voilà, préparer ces attaques, justement. Ce sont à chaque fois des trains, des convois entiers de munitions qui convergent vers le lieu d'attaque souhaité par le haut commandement. Donc tout arrive généralement par voie ferrée, en tout cas jusqu'à la zone arrière du front. Ensuite, ça se termine soit en voie ferrée, soit avec des camions. Puis les derniers mètres sont parfois effectués à pied. Voilà, à pied par des soldats, généralement des soldats de l'armée de réserve, de la territoriale, qui sont dévolus à ces opérations de logistique. Donc on voit ici des soldats français avec des casiers à obus qu'ils amènent vers les lieux de préparation. Lors de ces attaques, il faut aussi les camoufler. En haut, vous avez tout un amas d'obus non camouflés. Donc, on a une époque où, dès 1914, l'aviation est les yeux de l'état-major et de l'artillerie et est capable de repérer les concentrations de troupes et les concentrations de munitions. Qui dit concentration de munitions dit préparation d'artillerie. Qui dit préparation d'artillerie dit attaque à prévoir dans le secteur. Donc, au fur et à mesure, les soldats vont camoufler, généralement sous des bâches, les milliers de munitions. Donc, vous avez 2 exemples en bas où, alors nous, depuis l'endroit où est prise la photo du sol, on aperçoit, c'est ici, notamment ici ces munitions. Mais vu du ciel, l'aviateur ne voit... s'il avait des bons yeux, il aurait vu des bâches camouflées dans les tons kaki. À des centaines de mètres d'altitude, il voit juste du vert, on va dire. Donc, il ne décèle pas ces préparations, ou il ne décèle pas forcément ces préparations d'artillerie à venir. Je fais un point maintenant sur les bombes de tranchée, donc qui ne rentrent pas dans ce milliard d'obus, définis notamment par Prentice dans ses travaux. Ce sont des projectiles non conventionnels dans le sens où ils n'existaient pas en 1914 et ils ont été en partie bricolés pendant la guerre et pour certains bricolés sur le front. La problématique de la guerre des tranchées est assez simple. Les soldats sont enterrés dans des tranchées et l'artillerie à tir tendu n'arrive pas à atteindre de manière efficace ces tranchées. On va donc mettre au point des armes généralement assez rudimentaires qui permettent par un tir courbe d'atteindre la tranchée adverse. Elle ne tire pas toujours des obus, mais plutôt des bombes. Et ces bombes
ont un chargement explosif bien plus important que les obus. Donc ça commence par des bricolages, mais voilà le type de munitions, des mines bricolées, installées sur des manchons en bois notamment, employées à la fin de l'année 1914. Aussi des munitions, j'ai presque dire incroyables, des obus modifiés pour arracher les réseaux de barbelés. Donc ça, c'est du système D sur le front. Ici, c'est sur le front de Champagne, mais sur la fin de l'année 14 et le premier semestre 1915, on trouve, alors, pas forcément beaucoup, mais un nombre non négligeable de ces fabrications de fortune. Voilà aussi des munitions bricolées, des armes bricolées même, et on est vraiment loin de l'obus, on va dire, technique, fin, que je vous ai présenté au début de la conférence. Ici, un pain d'explosif calé dans un cylindre en tôle, bouché par 2 tampons en bois. On a mis du fil de fer autour pour créer des éclats. C'est vraiment très rudimentaire. C'est, on va dire, l'horreur tout simplement de la guerre des tranchées. Voilà ici le mortier Sellerier que vous avez vu précédemment en action pour tirer de tranchée à tranchée. On va quand même aller de plus en plus vers une arme efficace, et on voit l'apparition de mortiers qui tirent des bombes à ailettes. Donc ici le mortier de 58 mm et sa bombe. Donc on a le soldat qui donne l'échelle. Donc pareil, le mortier de 58 va être largement employé, et donc on se retrouve avec des amas de bombes en vue des préparations de l'attaque. Et ces bombes sont montées généralement à dos d'homme dans les réseaux de tranchées, parce que ces mortiers ne sont pas installés à l'arrière, mais dans les tranchées de première et de deuxième ligne. Et puis très rapidement, le mortier de 58, comme sa bombe, comme l'obus de 75, est décliné en de nombreux modèles. Les chargements vont de 16 à, enfin, les bombes vont de 16 à 45 kg, avec un chargement d'explosifs qui croît en fonction de la taille de la bombe. Mais on fait également des bombes toxiques qui sont remplies de substances chimiques qui vont donc aller toucher l'adversaire. Alors, ces bombes, elles ont la particularité déjà d'être assez peu chères à produire. La charge explosive, c'est de la chédite. La chédite, c'est un explosif qui est assez facilement facile à produire et qui n'est pas très stable, mais comme les mortiers de tranchée ne tirent pas très loin, c'est pas très grave. Donc on peut l'employer de manière, sans trop de danger. Donc l'avantage de ces bombes de tranchée, c'est qu'elles ont un rapport masse explosive, masse totale, qui est bien plus important que les obus conventionnels. On voit pour un obus de 155 mm, 43 kg la masse totale et seulement 10 kg de charge explosive. Pour la bombe du mortier de 58, on est à 6 kg pour 18 kg de masse totale. Donc un tiers d'explosif, quand ici on n'est qu'à un quart. Pour l'obus de 75, on est même à beaucoup moins que ça. Donc l'intérêt de ces bombes, c'est qu'elles ont un pouvoir destructeur extrêmement important. Et on va en faire à tous les calibres. Ici, un mortier de 240 mm avec sa bombe, donc c'est 24 cm, c'est quand même du solide. Pareil pour le mortier de 240 long qui tire une bombe allongée jusqu'à 2000 mètres. Cette bombe, ici la bombe de 150 mm, je vous ai fait un comparatif. Voilà, 83 kg la bombe de 24 cm de calibre, dont 42 kg de chédite. La moitié du poids total de la bombe, c'est de l'explosif. Dans l'autre, on va dire de l'autre côté, l'obus de 155 mm, alors le modèle 1917, pas le modèle 1914, enfin celui du début de la guerre que je vous ai présenté tout à l'heure, on est seulement à 7 kg de mélinite pour 42 kg de poids total. Donc on a un rapport, encore une fois, explosif-masse totale qui est impressionnant dans les projectiles de tranchée. Et puis on a des choses beaucoup plus succinctes. Ici, le mortier pneumatique Brandt, qui est une arme qui tire des obus grâce à de l'air comprimé. Donc ça a l'avantage de ne pas faire de bruit. Donc on peut faire des attaques surprises avec. On le voit ici, vous avez la bombe d'air comprimé qui permet de tirer le projectile. On l'aperçoit succinctement ici, je vous l'ai remis là. Donc un petit projectile, ça pèse à peine 1 kg. Et puis je vous montre
Oui, voilà. L'artillerie d'accompagnement, je vous en parlais. En 1918, on décrète cette doctrine. L'artillerie prépare l'attaque, puis ensuite accompagne l'infanterie, pardon. Donc ça se matérialise avec ces mortiers de tranchées qui peuvent sortir des tranchées, et être transportables facilement par les servants d'artillerie. Et donc cette munition ici, avec un empennage spécial pour une meilleure portée. Donc ces prévisions de tir, on parlait d'attaques, où on tire un nombre considérable d'obus. Ces obus, il faut bien les fabriquer. En 1914, les prévisions de production en temps de guerre sont de 13 000 obus par jour. À la fin de 1914, Joffre, donc le généralissime, demande que la production soit portée à 100 000 obus par jour. Donc c'est tout simplement impossible dans un premier temps. Mais en 1918, l'industrie de l'armement en France produit en moyenne 261 000 obus par jour. Donc on a vraiment adapté l'industrie à la guerre. C'est en ça aussi que la guerre devient vraiment une guerre totale. Tout tourne autour des productions de guerre et notamment des obus. Cette production, elle est notamment incarnée par un homme, Albert Thomas, sous-secrétaire d'État de l'artillerie et des munitions. Et en 1916, lors d'un discours à l'Assemblée, il déclare produire chaque jour davantage de canons et de munitions, c'est le seul programme. Voilà, il faut faire du quantitatif. Au front, ils ont besoin de munitions, ils ont besoin d'armes. On doit tout faire pour faciliter cette production. Donc, très rapidement, voilà, en décembre 14, voici ce qu'on fabrique en moyenne, encore une fois, par jour. Voilà, 50 tonnes de poudre, 35 000 obus de 75. On a déjà augmenté de 13 000 à août 14 à 35 000 en décembre 14. Mais on produit assez peu d'obus de gros calibre, on ne produit pas encore de produits chimiques. Et 200 tonnes d'acier à obus sont importées. La production nationale ne suffit pas du tout à faire de l'acier à obus. En septembre 17, les chiffres ont considérablement augmenté. On produit 45 tonnes de produits chimiques, par exemple, alors qu'on était à 0 3 ans auparavant. 6 300 tonnes d'acier à obus sont fabriquées, 3 800 sont importés. C'est encore une fois considérable. Et le nombre d'obus a augmenté. Alors, je vous ai mis les chiffres. Ça peut être un petit peu plus visible sur ce graphique. Voilà, en bleu, la production de décembre 14. En rouge, celle de septembre 17. Donc, on voit bien l'explosion exponentielle de la production. Pareil, les consommations journalières moyennes en obus sur le front. J'ai choisi 3 types d'obus. L'obus de 75, très courant. L'obus de 105, un calibre intermédiaire. Et puis l'obus de 155 qui va prendre une part de plus en plus importante au fur et à mesure du conflit. Donc on a vraiment des chiffres qui sont en constante augmentation. En janvier 15, les stocks de guerre de 1914 sont épuisés. Donc on est à l'économie. On a très peu de choses. Septembre 1915, les stocks se sont re-remplis. On va pouvoir lancer notamment une offensive en Champagne. Et puis, sur la fin de la guerre, on s'aperçoit que les obus de 105 et 255 sont à peu près constants dans leur utilisation, alors que les obus de 75, on a alors, ils ont toujours pas le monopole, mais la première place, on va dire, en termes de calibre tiré de munitions. Mais la place de plus en plus importante en pourcentage des obus de gros calibre. Produire, l'industrie de l'armement national ne suffit pas. Donc, on doit faire appel à l'industrie privée. Alors, ça va être le cas notamment de l'industrie automobile qui va pouvoir reconvertir assez facilement ces chaînes de production. Donc ça va être Renault, par exemple, qui est assez connu pour les chars d'assaut FT de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais voilà, en 1918, Renault produit 2 millions d'obus. Il y en avait 0 4 ans auparavant. Donc l'État facilite l'implantation d'usines
et on va dire de toute façon, l'État achète tout. Donc c'est un marché relativement juteux. C'est Citroën aussi qui s'implante quai de Javel. Aujourd'hui, c'est le parc André Citroën a fait place, fait place a remplacé les usines Citroën, mais les usines Citroën du quai de Javel sont installées en 1915 pour produire des obus de 75. André Citroën installe ces usines-là. Il va les reconvertir à partir de 1919 pour fabriquer des éléments de pièces automobiles. Mais au départ, c'est fait pour fabriquer des obus. Pareil, Panhard et Levassor, ici un ouvrier en train d'usiner des obus. Panhard et Levassor fabriquent des munitions, tout comme Peugeot. On a ici une chaîne de montage dans le Doubs des usines Peugeot. Alors, tout le monde va s'y mettre. Un exemple que je trouve assez frappant, l'orfèvre Christophe, donc, qui fabrique de l'argenterie, aujourd'hui qui est assez connu. Pendant la Grande Guerre, Christophe fabrique des douilles d'obus. Donc, les usines de Christophe qui sont situées à Saint-Denis fabriquent des douilles d'obus en laiton. Voilà. C'est vrai que l'argenterie en temps de guerre, c'est pas forcément un marché très porteur. Mais voilà, donc on trouve des douilles d'obus avec le marquage. Alors, c'est un marquage militaire, donc c'est pas marqué Christophe sur l'obus quand même, enfin sur la douille de l'obus. Mais voilà, Christophe fabrique des douilles d'obus, tout le monde s'y met. Déjà, c'est rentable. Et puis ensuite, l'État incite largement l'ensemble de ces industries à se reconvertir. Alors le problème, c'est que les productions ne sont pas du même niveau qualitatif que celles produites par les usines d'armement nationales. Les ateliers de Bourges, de Puteaux, Saint-Étienne, Tulle, Châtellerault, Rennes ont l'habitude de fabriquer des munitions et ils ont le personnel qui est qualifié. Les productions privées, à partir du printemps 1915, vont créer ce qu'on appelle la crise des munitions, à savoir que les canons vont exploser au départ du coup parce que la munition est défectueuse. Donc on va avoir un nombre considérable de canons de 75 qui vont exploser, comme celui-ci. Les servants, généralement, n'en réchappent pas. C'est ce qui émeut assez fortement l'opinion publique. Donc voici une première image. Une seconde, ici, le canon est déchiqueté. Alors en France, des mesures de contrôle qualité, on va dire, vont être prises, mais au Royaume-Uni, ça va faire tomber le gouvernement en place à ce moment-là. Donc ça aura quand même des répercussions importantes. Alors c'est aussi là qu'apparaît, enfin ça n'apparaît pas là, mais ça se cristallise, cette crise des munitions, la haine et les revendications envers les profiteurs de guerre. Je ne m'étale pas trop sur le sujet qui était bien traité par François Bouloc dans son ouvrage Les profiteurs de guerre, dans lequel il étudie notamment les marchands de canons, ceux dont c'est le métier, comme Schneider, Saint-Chamond, etc. Ceux qui s'y sont mis, comme Renault, Peugeot, Citroën, ou même Christophe, donc, qui ont profité de la guerre pour diversifier leur production, mais également tous les mercantis qui ont profité de la Grande Guerre. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cet aspect, je vous conseille cet ouvrage. Mais voilà, le profiteur de guerre, c'est cet industriel qui s'enrichit sur le dos de l'État, sur le dos du poilu, en vendant des canons, des munitions, et en plus en les faisant de mauvaise qualité. Alors il ne faudrait pas croire que sous prétexte qu'on a plein de munitions, qu'on en projette un nombre considérable, que tout est permis. Au contraire, le ministère de l'Armement essaye au maximum, hors des moments de préparation d'attaque, essaye au maximum de rationaliser l'emploi des munitions de l'artillerie. Donc il y a ces affiches qui sont placardées et qui sont diffusées au front. Alors j'ai lu il n'y a pas très longtemps un carnet de guerre d'un capitaine puis commandant d'artillerie qui note qu'il a vu, il a reçu cette affiche qu'on lui dit de le mettre dans son PC et de la diffuser, etc. Et ça le met hors de lui. Le fait qu'on leur demande de faire attention aux munitions alors qu'eux-mêmes se font canarder par les artilleurs allemands, qui de leur côté reçoivent le même genre d'indications. C'est la même chose. Sachant que l'Allemagne, soumise à un blocus, a une difficulté d'approvisionnement que ne connaît pas la France et les pays alliés en général. Donc voilà, avant de donner l'ordre de tirer un coup de canon inutile, songez à ce qu'il coûte. Je vous ai mis
en un peu plus gros pour que vous puissiez bien lire quelques prix d'obus. Alors, pour une conversion assez simple, en 1915, un franc de 1915, c'est l'équivalent à peu près de 2 euros de 2014. Voilà, donc un obus de 75, ça coûte 120 euros à peu près. Donc voilà, ça vous donne une idée du coût des calibres, enfin des obus selon les calibres. Et on affiche bien ça pour montrer que bon, bah, vous êtes gentil, vous sauvez la France, mais c'est quand même l'argent du contribuable et l'argent de l'État, donc faites-en bon usage. Alors justement, cet argent, on en a besoin. Et ces coûts, bah, c'est notamment une partie de ce qui est demandé dans les grands emprunts nationaux. Et parfois, ils sont concrètement illustrés, comme dans cette affiche de gauche, où la bourse déverse de l'or qui se transforme en obus qui tombe sur le soldat allemand. Donc c'est clairement affiché. Donnez votre or, on fabriquera des obus qui iront tuer l'ennemi. Pareil, à côté, avec une petite fille qui contemple 2 obus de gros calibre. Alors je vous lis la légende, qui est peut-être pas très bien lisible d'ailleurs. Donc ici, c'est marqué mode infinitif et ici temps passé. Avoir souscrit, c'est avoir aidé à faire ça. Voilà. Alors, ce n'est pas qu'en France que l'on a cette problématique. Aux USA, voilà, l'argent donne des munitions, donne des balles. Et puis, le Commonwealth, l'Empire a besoin d'hommes, de munitions, d'argent. Voilà. Alors, les hommes et l'argent, on s'en doutait. Les munitions, c'est important aussi, évidemment. Mais voilà, les munitions, l'obus, c'est ce qui fait la guerre, c'est ce qui va permettre de battre et de remporter la victoire, de battre l'ennemi. Alors les munitions, donc c'est les ateliers de construction et c'est surtout on va dire, du point de vue social, l'image de la munitionnette. Voilà, ces femmes qui travaillent dans les usines d'armement. Alors on a l'image on connaît la femme dans les usines, on connaît la femme qui remplace aussi son mari dans les champs, mais la femme qui travaille dans les usines d'armement est quelque chose de très courant au point justement de donner ce terme de munitionnette. Et donc ici, alors ça c'est dans une chaîne de production au Royaume-Uni. On a voilà, cette usine où à perte de vue, on a des travailleuses en train de fabriquer des obus. Et vous l'avez peut-être pas remarqué ici, le contremaître qui vérifie tout ça. Bon. Voilà, pour toutes les opérations, même les plus dures physiquement, le moulage des obus, en plus, enfin voilà, c'est dur physiquement, c'est quelque chose d'assez pénible dans l'environnement de travail, au-delà de la force physique nécessaire à la fabrication même de l'obus. Donc voilà, ces munitionnettes sont sur tous les fronts de la fabrication. On a vu des bombes de mortier tout à l'heure. Ici, des munitionnettes en train de souder les bombes de mortier. Ici, en train de mettre les ceintures sur les obus. Donc les ceintures se placent en bas. Ici, on a les obus encore non ceinturés. Et l'opération de ceinturage s'effectue à cet endroit-là. Et puis, ici, cette photo que je trouve vraiment intéressante, la mise en peinture d'obus de marine, ça se passe à l'arsenal de Brest. Et donc, on a ces femmes qui sont, on va dire, dont l'âge assez avancé tranche avec les photos précédentes. Ici, voilà, on a des... Si je reviens en arrière, il veut pas. Ah, voilà. Pardon. Voilà, on a des femmes, on va dire, entre 20 et 40 ans à peu près. Et ici, à l'arsenal de Brest, où on a donc la mise en peinture d'obus de marine de gros calibre, des femmes notamment au premier plan, d'un âge assez avancé, avec... alors, elles ne sont pas en costume traditionnel, évidemment, mais on reconnaît quand même des éléments un peu, on va dire, propres à la bigoudaine. Et on a on pourrait croire à cette image de la vieille bretonne
dans son landerneau, un peu loin de la guerre. Elle est à 800 km du front. Bon, c'est lointain tout ça, c'est pas très, ça la concerne pas, ou en tout cas pas directement. Elle a peut-être un mari, et encore, vu son âge, il est peut-être dans la territoriale, donc a priori il n'est pas forcément très exposé. Elle a peut-être un fils ou des fils qui sont sur le front, mais elle, en elle-même, voilà, ils subissent la guerre comme tous les Français à l'époque, avec les mauvaises nouvelles, et puis ils vivent au rythme des annonces. On va dire, des journaux, mais on pourrait croire qu'elle n'est pas forcément touchée par la guerre. En fait, alors c'est pas le cas de tout le monde quand même, mais ici, elles sont directement touchées par la guerre et participent pleinement à la guerre. Alors, à leur niveau, elles ne sont pas au front en train de se battre, hein, je ne dis pas ça, mais elles participent pleinement à la production d'armes de guerre. Et encore une fois, on est à l'arsenal de Brest avec des personnes de 50, 60, 70 ans. Donc c'est une image que je trouve vraiment intéressante. Voilà. Et puis voilà, le transport d'obus fini. Ici, c'est en Australie. Donc tout est vraiment... les Australiens, les Néo-Zélandais, le Commonwealth en général, envoient des hommes, certes, mais participent également pleinement à l'effort de guerre, à la fabrication de munitions. Donc on retrouve d'ailleurs, je rebondis sur ce que j'avais dit tout à l'heure, on voit les obus ici qui sont avec leur bouchon de transport. Donc ce bouchon en bois puis métallique qui est vissé sur l'obus et qui sera sur le champ de bataille dévissé pour mettre la fusée qui va permettre l'éclatement de la munition. Donc voilà encore une dernière image de munitionnette. Ici c'est dans une usine, c'est au Royaume-Uni ça également. Donc voilà, et ces stocks de munitions qui sont produits, encore une fois, en abondance pour les besoins de la guerre. Hop, j'étais trop vite. Désolé, Ah. Voilà, je vais conclure. Sur cette image prise en 1918, au fur et à mesure de l'avancée des troupes alliées. Alors on ne découvre pas, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on voit ces stocks de douilles vides qui sont laissés sur le champ de bataille et qu'on peut récupérer un peu plus difficilement qu'avant parce que les armées progressent. Alors au départ on progresse vers Paris, c'est pas très drôle, et puis ensuite on progresse vers la frontière, donc c'est nettement plus intéressant. Ici c'est dans la campagne de l'Artois. Donc ces centaines de milliers de douilles d'obus tirées, vides, qui témoignent de l'importance des munitions tirées, de la violence des combats. Donc 1 milliard d'obus conventionnels, plus les obus toxiques, les bombes d'artillerie, etc., tirés pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore présentes dans le sol français. Faut savoir que chaque année, les services de déminage enlèvent entre 400 et 450 tonnes d'obus chaque année en 2012, 2013, 2014. Et sur ces 400-450 tonnes d'obus, il y en a à peu près une bonne cinquantaine, entre 50 et 100 tonnes, selon les années, qui sont des obus de la Première Guerre mondiale. Alors parfois, ils ont été tirés, il y a juste un corps d'obus et voilà, on enlève l'obus. Et parfois, ils ne sont pas explosés, les obus chimiques sont encore nocifs. Donc, un siècle plus tard, toutes ces munitions tirées sont encore, on va dire, nocives pour les populations notamment qui habitent dans ces régions-là. Bon, alors ça ne fait pas la une des journaux, hein, il n'y a pas 2 morts par jour pour des obus non explosés, et heureusement. Mais c'était encore le cas dans les années juste après la Première Guerre mondiale. Donc ces obus qui ont été tirés, l'artillerie, enfin la Grande Guerre, je débutais avec ça, vraiment la Grande Guerre de l'artillerie,
une guerre qui a été marquée par un nombre impressionnant de canons fabriqués et alignés sur le champ de bataille. Mais encore une fois, ces canons ne sont rien sans les munitions. Chaque canon a tiré des centaines et des centaines d'obus. Et ce sont eux qui ont tué les soldats, qui ont bouleversé les paysages, qui ont bouleversé les villes, les fortifications, et qui ont donc façonné le paysage de la Première Guerre mondiale que l'on connaît aujourd'hui dans la Somme, en Champagne ou encore dans la région de Verdun. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à Christophe Pommier pour cette conférence qui nous met vraiment au cœur des rouages de métal, j'ai envie de dire, de la Première Guerre mondiale. La conférence a quasiment épuisé le temps. Il n'y aurait que 2 petites questions et je vais me permettre de les poser parce que j'ai le micro en main, si j'ose dire. J'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est vous avez parlé de l'augmentation du poids des obus. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, si ça vous est possible, la portée, l'augmentation de portée à laquelle ça correspond, votre canon de 520, là, même s'il ne marche pas très bien, enfin votre obus de 520, jusqu'où il était projeté pour qu'on ait une idée. Et j'ai une deuxième question là qui porte non pas sur un aspect technique, mais sur un aspect psychologique. Quand on lit les témoignages dans Genevois, dans Barbus, etc., ils parlent beaucoup de l'impression extraordinaire que leur produisent les bruits des obus et comment ils les reconnaissent, j'allais dire, par catégorie, parce que chacun émet, j'allais dire, un certain bruit lié effectivement à sa forme, à son poids, à ce qu'il transporte. Est-ce qu'il y a eu des études et des reconstitutions sur ce bruit des obus? Merci. Alors pour les portées, en 1914, alors par exemple l'obus de 155 mm, en 1914, on peut le tirer jusqu'à 11 km à peu près, au maximum. Donc c'est une portée maximale avec à la fin, au bout de 10-11 km, il y a une dispersion assez importante de la munition, donc on perd beaucoup en précision. À partir de 1917, on met au point un nouveau canon et ce même obus de 155 mm, on peut le tirer jusqu'à 17 km. Alors, vous me posez une colle sur l'obusier de 520 parce que j'ai plus sa portée en tête, surtout que c'est resté au stade d'essai, donc je ne me rappelle plus très bien quels avaient été les résultats des premiers essais. Mais pour le calibre juste en dessous, donc de 400 mm, qui est quand même déjà un très gros calibre, la portée avoisine, voire dépasse les 20 km. En fait, les obus de gros calibre existent déjà en 14. C'est surtout qu'ils vont prendre une part de plus en plus importante par rapport à l'ensemble des munitions tirées. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Plus ça va, plus le calibre de 155 mm va s'affirmer, plus le 220, le 240 vont avoir une place importante. En décembre 14, on fabrique en moyenne 25 obus de 240 mm par jour. En 1917, on en fabrique 250 par jour. Voilà, ça a décuplé. Et pour la dernière question, alors des reconstitutions, très honnêtement, je ne pense pas. Mais alors c'est vrai que les soldats savaient, à l'ancienneté, à l'expérience, reconnaître le bruit des obus qui passent, qui éclatent, le bruit aussi du canon qui claque au départ du coup. Il y a une étude au sein il y a un chapitre au sein d'une étude plus générale qui a été faite récemment par Michel Goya dans son livre Le Cher et l'acier. C'est paru chez Talandier donc en 2004 et il consacre un chapitre sur l'expérience des combattants dans les tranchées. Et il y a une partie de ce chapitre qui est consacrée justement au bruit qui environne le soldat de la Première Guerre mondiale. Et il compare plusieurs témoignages de poilus qui reconnaissent ou qui expliquent à des plus jeunes comment reconnaître les obus. Voilà, un bruit un peu sifflant, c'est des obus de 77.
ça va vite, mais si on n'est pas coté, ça fait pas mal. Le bruit sourd, un peu vrombrissant, c'est du 150 mm. Ça, il faut faire attention. Le bruit un peu bourdonnant et assez lent, on peut les voir arriver. Dans ce cas-là, c'est les grosses bombes de mortier allemandes, de mortier de tranchée. Donc, il explique tout ça dans son ouvrage. Mais autrement, de reconstitution... déjà, ça impliquerait de pouvoir tirer avec des pièces de la Grande Guerre, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis ensuite, on a des appareils pour mesurer tout ça, mais il y a une différence entre tirer un obus pour entendre son bruit et puis pouvoir retranscrire ou en tout cas refaire l'environnement d'un bombardement d'artillerie de la Grande Guerre. Là, il faudrait tirer plusieurs centaines d'obus par plusieurs canons en même temps et ça ferait un roulement d'artillerie qui serait compliqué, je pense, à mettre en œuvre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à... Vous avez parfaitement répondu. Merci à vous. C'est le temps qui nous oblige à arrêter. Merci Christophe Pommier.